Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, alors qu'on parle de celles et ceux qui ont voulu tuer un président, vous nous présentez celui qui aurait quant à lui carrément pu tuer la présidence de la République. C'est Henri V, comte de Chambord. En effet, Stéphane, vous le connaissez naturellement par cœur, mais peut-être Mathieu, lui, va-t-il apprendre quelques petites choses. Notamment, vous savez que Henri V, c'est celui qu'on appelait l'enfant du miracle. Ça vous dit quelque chose, sans doute. Pourquoi il ne pouvait pas avoir d'enfant, normalement? Non, il était né parce qu'il est posthume, il est né posthume. Ah oui, d'accord. Parce que son père a été assassiné dans l'Empire. Exactement. Son père, duc de Berry, est assassiné le 14 février 1820 par Louvel, un fanatique bonapartiste. Et son épouse, Dieu merci, est alors enceinte de 2 mois. Et sans la naissance providentielle de ce petit Henri, le 29 septembre 1820, son eût été complètement fini de la branche aînée des Bourbons. Alors les royalistes et les partisans des Bourbons sont tellement heureux d'apprendre sa naissance qu'ils lancent une souscription nationale et ils lui offrent, c'est pas mal ça dans la corbeille dans le couffin du nourrisson, on lui offre le château de Chambord. Oh la vache. Et oui, c'est pas mal comme cadeau de naissance. Il en tiendra titre et revenu, mais de sa vie entière, il y passera 2 nuits en tout et pour tout. Et pour cause, parce que peu de temps après sa naissance, enfin une dizaine d'années après, il y a les 3 glorieuses, les journées révolutionnaires qui portent au pouvoir un Orléans qui est Louis-Philippe, qui devient non pas roi de France, mais roi des Français. Alors le jeune Chambord et sa famille sont contraints de quitter la France. Il n'a alors que 10 ans. Il règne quelques heures sous le nom d'Henri V, le temps de faire ses valises, et il quitte la France pour l'exil le plus long de toute l'histoire du 19e siècle. Vous savez combien de temps il est parti en exil? 40 ans. Exactement, 41 ans, bravo. Donc voyez-vous, le petit Henri, un père assassiné, 41 ans d'exil, un mariage malheureux, sans enfant, et une chute de cheval qu'il a laissé boiteux. Bon, il n'a pas eu une vie facile. Il est élevé, bien sûr, dans l'horreur de la Révolution et la haine des Orléans, puisque les Orléans ont voté Philippe Orléans a voté la mort du roi. Et évidemment, il vit dans une espèce de petit aréopage complètement endogame de monarchistes qui tous le traitent comme le roi en disant bien sûr son heure viendra, c'est le futur roi de France, et il y croit dur comme fer, et pendant 18 ans il va préparer un programme politique pour son retour, extrêmement ancien régime. Mais cela dit, il faut reconnaître que Henri V, comte de Chambord, a eu un immense mérite, en tout cas une particularité, c'est qu'il est le seul et unique souverain de toute l'histoire de France à avoir proposé un programme politique à ces sujets. Ça, c'était quand même très nouveau, même si c'était un sujet, si c'était un programme qui datait un peu. En France, en 1870, fin de l'Empire, guerre de 70, siège de Paris, il y a la Chambre qui est élue est très majoritairement monarchiste. Donc c'est une chance unique qui s'offre au comte de Chambord de revenir en France après 41 ans et de devenir roi. Alors il revient en France en effet. À son arrivée à Paris le 2 juillet 1871, il se rend d'abord à Notre-Dame, église de son baptême, pour y dire une prière. Ensuite il se fait conduire à la Sainte-Chapelle et puis il se rend sur son lieu de naissance, le Palais des Tuileries. Donc il ne reste rien. À ce moment-là, tout a été brûlé pendant la Commune. Et ensuite, dernière étape de cette espèce de pèlerinage de retour, il va se recueillir devant la statue d'Henri IV qui est érigée au beau milieu du Pont-Neuf. Ses partisans veulent le convaincre d'accepter une monarchie constitutionnelle. Il n'est pas hostile, mais il ne veut pas d'un régime politique où le roi n'aurait aucun pouvoir. Quant au drapeau tricolore, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, il n'en est tout simplement pas question. L'accepter serait se comporter en roi légitime de la Révolution. Alors à ce sujet, Henri V écrit « Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d'Henri IV ». Donc, en tout cas, aux élections de 1873, le premier président de la République élu, c'est MacMahon. C'est MacMahon. Et MacMahon, lui, est tout à fait monarchiste. Donc, il est prêt à céder sa place. L'accession au trône paraît inévitable et imminente. Alors, évidemment, il faut préparer le truc. On se répartit déjà les futures charges à la cour. Donc, vous serez mon chambellan, vous, le fou du roi, vous, premier ministre. Et puis... on lui construit un superbe carrosse qui est toujours exposé au château de Chambord. C'est quand même extraordinaire.
extraordinaire. Ce superbe carrosse. Bon, il y a aussi les chevaux qu'on a prévus, et on les baptise Arc et Ivry, qui sont deux victoires d'Henri IV. On fait faire des dizaines de milliers de cocardes blanches et autant de drapeaux blancs, et aussi quelques centaines de milliers de petits bustes en verre d'Henri V. On va même frapper des monnaies, frapper des pièces à son effigie. Et lui se fait confectionner un superbe costume royal. Donc tout est prêt, ça y est, c'est la restauration. Et puis alors ça va choper, notamment pas que, mais notamment sur la question essentielle du drapeau tricolore. Comme ses partisans sentent bien que ça coince, on lui propose un drapeau tricolore parsemé de fleurs de lys, ou alors un drapeau blanc cravaté de tricolore. Mais Chambord s'entête, il écrit « Je ne puis consentir à inaugurer un règne réparateur et fort par un acte de faiblesse », et il ajoute « Cette phrase est vraiment rentrée dans l'histoire. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. » Voilà, il a dû le dire de façon un peu plus solennelle, mais c'est ça. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. Il faut vous rappeler que les monarchistes qui étaient à la Chambre étaient divisés entre les légitimistes et les orléanistes. Ce qui n'arrangeait rien. Mais il y avait eu la fusion monarchique. Mais l'élève a une question. Oui. Aujourd'hui, les descendants des Orléans et les descendants des Bourbons, ils peuvent pas se piffrer ou ils font des rallyes ensemble? Ils font chacun une messe dans un endroit différent. Il n'y a plus de Bourbons français au sens... puisque c'est passé par les descendants de Philippe V d'Espagne, donc ils sont espagnols. C'est le cousin germain du roi d'Espagne qui est le prétendant légitimiste, Louis XX, duc d'Anjou, et le comte de Paris actuel, Jean d'Orléans, est le descendant direct. D'accord, mais ils se fréquentent pas, c'est pas des gens qui se rencontrent, mais ils se voient pas beaucoup. C'est toujours froid, quoi. Écoutez, pour les Bourbons, c'est les Orléans votaient la mort du roi, donc c'est une chose qui est Avant, il y avait une vraie différence politique, puisque les Orléans étaient libéraux et les légitimistes étaient ultra-conservateurs. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait une différence politique. Enfin, quoi qu'il en soit, il a loupé le coche, Henri V, et les députés ont voté la reconduction du vieux maréchal de Mac-Mahon pour 7 ans. Donc, il est retourné en Autriche. Il n'a jamais été roi. Alors, au rencard, lui et son carrosse, il mourra 10 ans plus tard à Froschdorf et sera enterré à Göritz, aujourd'hui Nova Gorica en Slovénie. Pour ce qui est de la restauration de la monarchie, les carottes sont cuites et la France est désormais républicaine et pour longtemps jusqu'à plus ample information. Et on l'espère qu'elle restera républicaine longtemps, hein, Clémentine. On sent dans votre voix une tristesse. Non, pas du tout. Non, mais vous savez, regardez ce qu'a été politiquement le 19e siècle. C'est extraordinaire de tous les régimes qu'on a expérimentés. On a tout essayé. On a eu la Révolution, on a eu le Premier Empire, on a eu la Restauration, on a eu la Seconde République, on a eu le Second Empire et puis la Troisième République en un siècle. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est de le regarder à partir des monnaies, d'imaginer ce que le citoyen français avait en poche pendant ce siècle. Et les monnaies changeaient sans arrêt. C'était une époque politiquement intéressante. Nous sommes à 8 minutes. Et donc, tout ça sera coupé. Maintenant, on est enquisté dans la République jusqu'à la fin des temps. Merci. Merci, ça sera coupé.